Ma famille a oublié de m'inviter à Noël. Le lendemain, leurs applis bancaires ont déraillé et mon père a appelé affolé argent secret vengeance. Le 24 décembre, le soir, je suis assise par terre dans mon studio, dos au canapé, mon téléphone à la main. Sur l'écran, Instagram, je fais défiler le fil d'actualité machinalement sans grand intérêt. Mes collègues postent des photos de sapins de Noël, mes amis partagent leurs projets pour les fêtes. J'étais sur le point de passer à autre chose quand j'ai vu la publication de ma mère. Photo, une grande table ovale recouverte d'une nappe blanche. Au centre, une dinde dorée décorée de verdure, autour des salades, des hors-d'œuvre, des gratins, des tartes, des bougies brûlent, des guirlandes clignotent en arrière-plan et des gens. Maman sourit à la caméra, papa se tient à côté, la serre dans ses bras. Clarissa, ma sœur aînée, est assise de l'autre côté de la table. Ses enfants, Jaden et Leila, tournent autour. Même les voisins, les Phyllis, sont sur la photo, un verre à la main. La légende de la photo, notre merveilleux repas de Noël, la famille, c'est tout. Je regarde l'écran, je relis, je regarde à nouveau, je ne suis pas là, je n'ai pas été invitée. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression de l'entendre. Je fais défiler les commentaires. Une certaine tante Brenda, qui travaille avec ma mère, écrit Quelle beauté et où est Mélissa? Réponse de ma mère. Elle a dit qu'elle était occupée par son travail. De toute façon, elle n'aurait pas aimé, vous savez, elle n'aime pas le bruit. Je lis cette phrase 3 fois, puis encore une fois. Je n'ai rien dit de tel, personne ne m'a demandé mon avis, personne ne m'a appelé, ni écrit, ni invité. Ils ont simplement décidé pour moi, ou plutôt ils n'ont même pas décidé, ils ont simplement oublié. Le téléphone tremble dans mes mains. Je le pose par terre, j'enlace mes genoux, je respire, j'essaie de respirer. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Mais apparemment, je ne fais pas partie de la famille. Je ferme les yeux et je commence à me souvenir. Je ne veux pas, mais je ne peux pas m'arrêter. Il y a 3 ans, lorsque je venais d'être embauchée par le cabinet d'avocats Brentford Legal Group, ma mère m'a appelée une semaine après mon premier jour. Sa voix était inquiète, mais pas paniquée, juste doucement anxieuse. Mélissa, ma chérie, désolée de te déranger, je sais que tu viens de commencer, mais nous traversons une période difficile. Papa a du mal à joindre les deux bouts avec son atelier et mon salaire a été retardé de 2 semaines. Nous n'arrivons pas à payer les factures. Tu ne pourrais pas nous aider un peu, temporairement, juste ce mois-ci? J'ai accepté, bien sûr que j'ai accepté. Ce sont mes parents. 500 $, cela semblait peu. Je venais de commencer, je gagnais moins qu'aujourd'hui, mais c'est la famille. Temporairement. Mais le temporairement n'a pas pris fin. Le mois suivant, ma mère m'a de nouveau demandé de l'aide. Puis mon père m'a écrit que l'élévateur de l'atelier était en panne et devait être réparé. Encore 500 $. Puis Clarissa a emménagé chez ses parents avec ses enfants après avoir rompu avec son deuxième mari et les dépenses ont augmenté. Puis le loyer de la maison a augmenté. Puis autre chose. Au début, c'était 500 $, puis 600, puis 800. Depuis 6 mois, je transfère environ 1000 $ par mois. Le gaz, l'électricité, Internet, une partie du loyer. Je paie même leurs abonnements aux services de streaming. Je ne me souviens même plus quand cela a commencé et je vis dans un studio où il fait froid en hiver car le chauffage fonctionne par intermittence. Je ne m'achète pas de manteau d'hiver correct car c'est trop cher. Je reporte mes vacances pour la deuxième année consécutive. Mais quand j'ai fait comprendre à ma mère que j'avais des difficultés, elle m'a simplement regardée avec étonnement. Mais tu gagnes bien ta vie, Mélissa. Les avocats sont bien payés et nous, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons plus de dépenses. Je n'ai plus fait allusion à cela. Et Clarissa, elle vit chez ses parents gratuitement. Elle travaille dans un salon de beauté 4 jours par semaine car je ne peux pas faire plus, les enfants sont petits. Mais elle a toujours de l'argent pour se faire les ongles, s'acheter un nouveau sac à main, aller au café, toujours. Personne ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Pour eux, c'est devenu la norme. Mélissa paie, Mélissa aide toujours. Mais Mélissa n'est apparemment pas assez importante pour être invitée au repas de Noël. Je prends mon téléphone, mes mains tremblent, mais j'ouvre l'application bancaire. Je vais dans les paramètres des paiements automatiques. Gaz, annulé, électricité, annulé, internet, annulé, loyer, annulé, service de streaming, annulé, tout. Je confirme chaque action, l'une après l'autre. L'écran clignote, les opérations sont effectuées. Je regarde cela et je sens que quelque chose en moi, quelque chose de lourd et de douloureux, s'atténue enfin. C'est fini, plus aucun paiement automatique, plus aucun virement, plus rien. Je pose mon téléphone sur le canapé et m'allonge sur le sol, les yeux rivés au plafond. Je me sens vide, mais ce n'est pas un vide désagréable, c'est un soulagement. Je m'endors là sur le sol sans me déshabiller. Le lendemain matin, le 25 décembre, je suis réveillée par un appel téléphonique. Je tends la main vers le téléphone, encore endormi, et regarde l'écran. C'est papa, je décroche. Mélissa, Mélissa, enfin, tu m'entends? On a un problème avec la banque. La voix de papa est paniquée, haletante, je reste silencieuse. Les cartes ne fonctionnent pas. J'ai essayé de payer mes courses au magasin, mais la carte n'a pas marché. L'application indique qu'il n'y a pas assez de fonds. Mais c'est impossible. Nous n'avons rien acheté. Maman ne peut rien payer non plus. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Je suis assise sur le canapé, je regarde par la fenêtre, il neige dehors. Mélissa, tu t'y connais dans ces domaines, n'est-ce pas? Tu travailles avec des documents, avec des lois. C'est peut-être une erreur, tu peux appeler la banque pour vérifier. C'est urgent. Je réponds doucement. Je ne suis pas un distributeur automatique, papa, je suis avocate. Quoi, Mélissa, je ne comprends pas ce que tu... Je raccroche. Le téléphone sonne à nouveau immédiatement. C'est papa. Je ne réponds pas. Encore un appel. C'est maman. Je ne réponds pas. Message de Clarissa. Que se passe-t-il? Maman dit qu'il n'y a plus d'argent et ton téléphone ne répond pas. Réponds-moi.
Je coupe le son, je pose le téléphone écran vers le bas. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai l'impression de respirer librement. Mon téléphone vibre depuis déjà 24 heures comme un réveil cassé. Notifications, appels, messages sur toutes les messageries instantanées. Ma mère m'écrit toutes les 2 heures quelque chose sur l'injustice, sur le fait que ce n'est pas possible et sur le fait que je ne comprends pas les problèmes graves qu'ils ont en ce moment. Sur Viber, il y a des messages interminables, des questions, des points d'exclamation et même une photo larmoyante de la table de la cuisine avec une corbeille à pain vide. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne réponds pas? Nous avons de sérieux problèmes. Puis suit une longue tirade sur le fait que je me serais offusquée pour une broutille et que Noël devait être une fête tranquille pour eux, car Clarissa avait promis d'amener les enfants et les voisins voulaient aussi se retrouver depuis longtemps. Nous n'avons tout simplement pas pensé à te déranger car nous savions que tu étais occupée. Et puis, tu n'aimes pas les dîners bruyants. Tu me l'as dit toi-même plusieurs fois. Je ne l'ai jamais dit, mais ça les arrange de le croire. Dans la nuit, je reçois un autre message, cette fois de Clarissa, ma sœur qui m'a convaincue pendant 10 ans que j'étais probablement introvertie parce que je préférais le calme aux réunions animées avec ses amis. Elle m'envoie un message vocal. Dans le premier, elle a du mal à contenir son irritation. Mélissa, que se passe-t-il? Maman est dans tous ses états. Tu veux détruire la famille à cause d'une offense que tu as subie. Sérieusement. Dans le deuxième, elle est déjà hystérique. Mélissa, c'est vraiment le chaos ici. Les enfants ont faim, le réfrigérateur est vide et les cartes ne fonctionnent pas. Si tu ne réponds pas, maman va mal, ce sera sur ta conscience. J'écoute attentivement chaque fragment, mais je ne réponds pas. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réponds à aucun message. Le 27 décembre, lundi, je me réveille tôt, je me prépare pour aller travailler, robe bleu foncé à col, cheveux attachés en queue de cheval, maquillage léger. Le visage dans le miroir m'est familier mais étranger. Des cernes sous les yeux, les lèvres pincées. Mauvaise nuit. Au bureau, on me qualifie de fille calme mais en or, toujours prête à aider, toujours ponctuelle. Mais aujourd'hui, je ne réponds même pas au téléphone de Lorraine, bien qu'elle soit la seule personne dans l'entreprise avec qui j'ai jamais partagé ne serait-ce qu'un quart de moi-même. J'essaie de rire des blagues de mes collègues pendant le café du matin, mais je n'ai même pas la force de faire une fausse blague. Lorraine se tient à ma porte à la fin de la journée. Maquillage minimal, fatigue dans les yeux et conversation directe. Tu n'es pas toi-même, je l'ai remarqué. Je vais bientôt t'inscrire parmi les disparus. Allons déjeuner, tu peux rester silencieuse tout le temps, mais je te nourrirai. Inutile de résister. Dans un petit café italien qui sent le café et la menthe, Lorraine commande pour nous deux une grande salade au poulet et 2 soupes. Je pense refuser car c'est cher, mais je suis fatiguée de me battre, même contre les prix. À un moment donné, entre 2 gorgées de café, elle me pose une question directe. C'est à cause de ta famille? Ma langue est collée à mon palais, mais je comprends que tout finira par s'arranger. Je lui raconte tout, l'argent, les 3 ans de prélèvements automatiques, comment la banque déduisait automatiquement le loyer de ma carte, comment je payais Internet, le gaz, leur abonnement à des films et leurs achats en ligne. Je lui parle des phrases «Tu gagnes bien ta vie» et «Tu ne comprends pas, c'est difficile pour nous». Je lui parle de Noël où je n'ai pas été invitée et des likes sous les photos où toute la famille se réjouit sans moi. Lorraine me regarde comme si je lui avais dit que j'avais 3 têtes. Attends, tu leur as donné 1000 dollars par mois pendant 3 ans et ils ne t'ont même pas invité à dîner. Elle se met soudain à rire, mais c'est un rire nerveux, indigné. Mélissa, ce n'est pas une famille, ce sont des vampires. Sérieusement, on ne donnerait même pas un chèque au restaurant pour ça. Sa simplicité atténue ma honte mais ne la fait pas disparaître complètement. Elle ajoute: tu comprends qu'ils s'y sont habitués, que c'est devenu la norme pour eux, que tu n'es pas leur fille, que tu es un distributeur automatique de billets avec des jambes. J'acquiesce, en silence, parce que je sais qu'elle a raison. En rentrant à la maison, je me dispute avec moi-même. Une partie de moi veut se sentir coupable, c'est vraiment difficile pour eux, surtout maintenant, après les fêtes de fin d'année. Ma mère m'a écrit ce matin qu'ils avaient dépensé leurs derniers sous pour le repas de Noël. La dinde, les salades, les cadeaux pour les petits-enfants de Clarissa, et papa ne sera payé que dans 2 semaines, celui de maman non plus. Ils ont pris l'habitude que je couvre tout le reste, les charges, le loyer, Internet, et maintenant tout à coup, il n'y a plus rien. Mais une autre partie de moi, nouvelle et radicale, n'est pour la première fois pas d'accord. Ce sont des adultes. Ils ont eu beaucoup de temps et d'occasion pour comprendre que ce n'était pas normal. Clarissa est adulte, elle peut travailler à temps plein, les parents touchent un salaire. Pourquoi devrais-je subvenir à leurs besoins alors que j'ai moi-même du mal à joindre les deux bouts? Je ne réponds à aucun message, ni de ma mère, ni de ma sœur, ni de mon père. Je m'enferme dans mon appartement, je lave le sol, je range mes affaires sur les étagères, je vérifie mon téléphone de manière anormale, me laissant distraire par le moindre bruit. Le soir du 27 décembre, il fait déjà nuit, on sonne à la porte. Je me retourne, qui pourrait avoir besoin de moi en dehors du travail et sans prévenir? Derrière la porte se tient mon père. Il a l'air anormalement vieux, mal rasé, vêtu d'une vieille veste que je lui avais rapportée en solde il y a 2 ans. Il tient dans ses mains une anxiété et un sac provenant d'un magasin quelconque. Je peux entrer? Je hoche la tête en silence et le laisse passer dans la cuisine. Il s'assoit, soupire. Il reste longtemps silencieux, puis commence par le début. Tu ne répondais pas au téléphone. Maman et moi ne savions pas quoi penser. Et puis, au magasin, on m'a dit que la carte ne fonctionnait pas. J'ai pensé à un dysfonctionnement, mais ensuite, tout s'est effondré. Il semble abattu, les yeux baissés.
Au début, il raconte de manière distanciée, comme s'il s'agissait du malheur de quelqu'un d'autre. Le gaz, l'électricité, Internet, tout est payé par prélèvement automatique. Quand j'ai annulé les paiements, il ne s'est rien passé au début, mais ensuite les prélèvements du mois dernier ont commencé. Le loyer, les charges pour décembre, Internet, et il n'y avait presque plus d'argent sur leur carte. Nous avons dépensé beaucoup pour le repas du Nouvel An, Mélissa. Maman voulait que tout soit parfait, la dinde, les salades, les cadeaux pour les petits-enfants. J'ai acheté un nouveau micro-ondes à Clarissa, car l'ancien était cassé. Nous pensions que tout serait couvert, comme d'habitude, par tes paiements. Mais maintenant, il ne nous reste plus que de quoi manger sur nos cartes, et encore, pour 2 jours. Je ne serai payée que dans 2 semaines, et maman dans une semaine et demie. Nous ne savons pas quoi faire. Il me regarde avec espoir, comme s'il attendait que je dise d'accord, papa, je vais tout arranger. Mais je reste silencieuse. Mélissa, pourquoi as-tu fait ça? Nous nous sommes toujours entraidés, nous sommes une famille. Je me tiens droite, je respire calmement, je réponds prudemment. Quand m'avez-vous aidé pour la dernière fois, papa? Quand m'avez-vous demandé pour la dernière fois comment j'allais? Est-ce facile pour moi de payer pour votre vie alors que je vis dans un studio pour que vous ayez assez? Il y a un silence. Papa se tortille, fronce les sourcils, baisse les yeux. Nous pensions que tout allait bien pour toi. Tu ne disais rien. Je n'étais pas obligée de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement ma question. Vous ne m'avez même pas demandé comment j'allais. Vous avez simplement pris pendant 3 ans. Et quand je ne suis pas venue à Noël parce que vous ne m'aviez pas invitée, vous n'avez même pas pensé que quelque chose n'allait pas. Il baisse à nouveau la tête. Tu as probablement raison, dit-il d'une voix à peine audible. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Nous ne sommes pas des gens méchants. Peut-être avons-nous perdu le sens des limites. Tout s'est accumulé et là, boum, je soupire profondément. Tu sais, papa, parfois il faut s'arrêter pour voir ce qui est devenu ta vie. Il reste assis encore 10 minutes, silencieux, les yeux fixés sur la table, puis il dit doucement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maman est paniquée, Clarissa aussi. Elle ne peut pas aider, elle a 2 enfants, son salaire est faible. Il faut tenir le coup pendant ces 2 semaines jusqu'à la paix. Je sens quelque chose se briser en moi, une partie de moi veut dire d'accord, je vais aider cette fois-ci. Mais une autre partie, nouvelle, dure, dit non, c'est leur problème, ce sont des adultes. Je me lève de table. Papa, tu trouveras une solution. Tu en as toujours trouvé avant que je commence à payer, tu t'en sortiras. Il me regarde comme si je l'avais frappé. Mélissa, tu es sérieuse? Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement. Je peux, et je l'ai fait. Désolé, papa, mais je ne serai plus votre distributeur automatique. Je sors de la cuisine, le laissant seul à table. Je l'entends rester assis longtemps, puis se lever doucement et se diriger vers le couloir. Il ne claque même pas la porte, alors qu'il aimait le faire pour faire de l'effet. Je regarde par la fenêtre. Il neige. Sous la neige, la lampe dans la cour brille d'une lumière particulièrement terne. Le téléphone sonne à nouveau, je ne réponds pas, les messages affluent à nouveau, déjà des crises de nerfs, déjà des menaces, déjà du désespoir. Je les vois physiquement, même si je ne les lis pas jusqu'au bout. Des phrases du genre c'est toi qui décides si la famille restera unie, nous t'aimons quand même, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et sans toi, tout va s'écrouler. La nuit, je dors à nouveau très peu. Je me retourne dans mon lit en comptant les changements dans ma vie. Je me souviens que la faute des autres n'est pas la mienne et que je ne dois pas la porter. Mais j'ai toujours peur, j'ai toujours mal. Le pire, ce n'est pas l'offense, mais le vide et un étrange soulagement en même temps. Tôt le matin, je reçois un nouvel appel. C'est papa, je n'ai rien à dire, je l'ignore à nouveau. Un autre appel, c'est maman, je l'ignore aussi. Puis je reçois un SMS de Clarissa. Tu veux vraiment qu'on meure de faim? Les enfants pleurent, maman est hystérique, papa n'a pas dormi de la nuit, tout ça à cause de toi. Pense aux autres pour une fois dans ta vie. Je lis ce message 3 fois, puis je bloque son numéro. Au travail, je reste à nouveau silencieuse. Lorraine essaie de me remonter le moral. Ne désespère pas, tu n'es pas mauvaise, tu as simplement cessé d'être pratique. Je détourne le regard, je ne veux pas de mots de soutien, je veux du vide et du silence. La journée passe plus lentement que d'habitude. Après le déjeuner, un coursier arrive au bureau avec un petit paquet pour moi. Il contient un vieil album photo et un mot de mon père. Mélissa, te souviens-tu de notre famille? Je feuillette l'album. Des photos de mon enfance. Je suis petite, souriante, papa me tient dans ses bras, maman nous serre tous les deux dans ses bras, Clarissa se tient à côté. Elle sourit aussi. On dirait qu'on était heureux, mais je ne me souviens pas quand ça s'est terminé, quand je suis devenue non plus une fille, mais une source d'argent. Je souris tristement. Oui, nous étions plus proches autrefois, mais c'est du passé, ce n'est plus ici ni aujourd'hui. Le soir, je rentre à la maison et mon père est toujours assis dans la voiture sous les fenêtres. Il sort quand il me voit avec mon sac. Son attitude n'est pas aussi assurée que d'habitude, il y a de la peur dans ses yeux. Mélissa, attends, je m'arrête, je ne me retourne pas. Mélissa, nous sommes tes parents, tu ne peux pas simplement nous abandonner. Sa voix exprime un désespoir que je n'avais entendu auparavant que dans les moments de véritable détresse. Nous ne savions pas, nous ne voulions pas te faire de mal. S'il te plaît, reviens, tout sera comme avant. Je reste silencieuse, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mon cœur bat à tout rompre, je ne me retourne pas. Je continue d'avancer, droit vers mon petit monde où personne ne me pompe toute mon énergie, où je suis enfin prête à me défendre. Derrière moi, j'entends papa crier encore quelque chose, mais je ne distingue plus les mots. J'entre dans l'immeuble, monte les escaliers, m'enferme dans l'appartement. Le téléphone sonne à nouveau, je regarde l'écran. Numéro inconnu, je décroche. Allô?
Mélissa, c'est tante Renée, la sœur de ton père. Nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais j'ai besoin de te parler. La voix à l'autre bout du fil est grave, calme, un peu rauque, comme si elle avait fumé pendant de longues années ou était simplement fatiguée de la vie. J'essaie de me rappeler quand j'ai vu tante Renée pour la dernière fois. Peut-être il y a 10 ans, lors d'une fête de famille, mais elle départit tôt, sans attendre la fin. Maman a alors marmonné quelque chose comme Renée est toujours la même, elle ne sait pas faire partie de la famille. Allô, Mélissa, tu m'entends? Oui, je t'entends, excuse-moi, je suis juste surprise. Renée rit doucement. Je comprends, nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais Clarissa m'a appelé aujourd'hui, elle m'a demandé de lui prêter de l'argent, elle m'a dit qu'ils étaient dans une situation difficile, que ses parents ne pouvaient pas les aider, que tu avais refusé. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je m'assois sur le canapé, je serre mes genoux dans mes bras. Pourquoi Clarissa a-t-elle appelé Renée? Elles ne se parlent presque jamais. Ou bien se parlent-elles? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais en fait, je voulais d'abord te parler, parce que je sais que Clarissa s'est déformé les faits, tout comme ta mère. Je reste silencieuse, je ne sais pas quoi dire. Mélissa, raconte-moi ce qui s'est passé, la vérité, pas leur version, la tienne, et je raconte. Tout. Les 3 ans de paiement, le fait que je n'ai pas été invitée à Noël, les photos sur les réseaux sociaux, la façon dont j'ai annulé les prélèvements automatiques, la panique de mes parents, la visite de mon père. Je parle longtemps sans faire de pause car j'ai peur que si je m'arrête, je ne puisse plus continuer. Quand j'ai fini, il y a un silence à l'autre bout du fil. Puis René soupire profondément. Mélissa, je suis vraiment désolée. Je suis désolée que tu aies dû traverser ça et je suis désolée de ne pas l'avoir su plus tôt. Mais tu sais, je ne suis pas surprise. Pourquoi? Parce que je ne parle plus à mon frère depuis des années à cause de Janice. Ta mère, elle a toujours été comme ça, une manipulatrice. Elle utilise les gens puis les jette quand elle n'a plus besoin d'eux. Vernon est mon frère, je l'aime, mais il est faible, il la laisse le contrôler. Et Clarissa a pris toutes ses habitudes, elle est le portrait craché de sa mère. Je sens quelque chose en moi se relâcher, quelqu'un comprend enfin, quelqu'un voit ce que je vois. Que s'est-il passé entre toi et maman? René soupire à nouveau. C'était il y a 15 ans, à l'époque, tu sais, je les aidais financièrement. Ton père venait d'ouvrir son atelier, il n'avait pas d'argent. Je leur transférais plusieurs centaines de dollars chaque mois. Je pensais que c'était temporaire, mais cela a duré 2 ans. Puis je suis tombée malade, j'ai dû me faire opérer et j'ai demandé qu'on me rembourse au moins une partie. Janice m'a dit que j'étais égoïste, que la famille devait aider sans rien attendre en retour. Vernon n'a rien dit. J'ai compris que je ne reverrais pas mon argent et j'ai coupé les ponts. Je l'écoute et j'ai des frissons dans le dos. C'est la même histoire, le même schéma. Seulement, c'était il y a de nombreuses années et avec une autre personne. Mélissa, garde tes distances. Ne cède pas à la pression. Ils vont essayer de te manipuler. Par la culpabilité, par la honte, par les obligations familiales, mais tu ne leur dois rien. Tu comprends? Rien. Merci, dis-je doucement. Ma voix tremble. Si tu as besoin de soutien, appelle-moi, je suis là. Nous nous disons au revoir et je pose le téléphone sur le canapé. Je reste assise longtemps à regarder par la fenêtre. Il fait déjà nuit dehors, la neige tombe en gros flocons. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je sens que je ne suis pas seule, que quelqu'un me comprend. Le lendemain matin, le 28 décembre, je suis réveillée par la sonnette de l'interphone. Je regarde l'heure, il est 7 heures du matin. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Je m'approche de l'interphone et je vois ma mère sur l'écran. Mon cœur se serre. Mélissa, ouvre, j'ai besoin de te parler. Sa voix est ferme, sans larmes, sans hystérie. C'est plus effrayant que des cris. Je n'ouvre pas, j'appuie sur le bouton de communication. Maman, je ne suis pas prête à parler. S'il te plaît, pars. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas ouvert. Je suis ta mère, tu dois m'écouter. J'éteins l'interphone, je retourne dans ma chambre, m'habille, me prépare pour aller travailler. J'essaie de ne pas penser au fait que ma mère est toujours en bas, mais quand je sors de l'immeuble, elle est là. Elle se tient près de l'entrée, le visage rouge à cause du froid, les yeux secs et froids. Mélissa. J'essaie de passer, mais elle m'attrape par la manche. Tu penses vraiment pouvoir nous faire ça, après tout ce que nous avons fait pour toi? Maman, laisse-moi partir, je suis en retard. Non, tu vas m'écouter ici et maintenant. Je m'arrête, je la regarde. Elle semble plus âgée que d'habitude. Les rides autour de ses yeux sont plus profondes. Ses lèvres sont fines, pincées. Tu es égoïste, Mélissa. Tu ne penses qu'à toi. Nous t'avons élevée, éduquée, soutenue quand tu avais des difficultés. Et maintenant, alors que nous avons besoin de ton aide, tu te détournes de nous. C'est de l'ingratitude, c'est de la cruauté. Je la regarde et je sens quelque chose se briser en moi, pas à cause de la douleur, à cause de la colère. Quand m'avez-vous soutenue, maman? Quand exactement? Quand vous n'êtes pas venue à ma remise de diplôme? Quand vous avez oublié mon anniversaire 3 années de suite? Quand vous ne m'avez pas invitée à Noël parce que vous avez décidé que je n'aimerais pas ça de toute façon? Nous n'avons pas oublié, c'est juste que nous avons beaucoup à faire, Mélissa. Nous avons Clarissa et ses enfants, nous avons des factures, des problèmes, nous ne pouvons pas penser à tout. Mais vous pouviez penser à mon argent, n'est-ce pas? Vous pouviez vous rappeler que je paie pour votre vie. Ça, vous vous en souveniez. Maman retire brusquement sa main et recule d'un pas. Son visage rougit encore plus. Tu détruis cette famille. Tu comprends? À cause de toi, nous allons nous effondrer, à cause de ta rancœur d'enfant. Je sens que les gens autour de nous commencent quand à nous regarder. Quelqu'un passe, se retourne, ralentit le pas. Maman parle plus fort, elle crie presque. Tu veux que nous souffrions, que tes petits-enfants aient faim, que ton père s'endette. Tout cela sera sur ta conscience. Je recule d'un pas. Maman, rentre à la maison, s'il te plaît.
Mais elle ne part pas. Elle me suit jusqu'à mon bureau. Elle me suit à travers la rue, à travers le passage souterrain jusqu'à la porte du bâtiment où je travaille. Elle crie, elle m'accuse, elle pleure. Les gens se retournent, regardent, certains prenant des photos avec leur téléphone. J'entre dans le bureau, ma mère essaie de me suivre, mais le gardien l'en empêche. Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas entrer ici sans autorisation. Je suis sa mère, j'en ai le droit. Je suis désolée, mais non. Veuillez quitter les lieux, sinon je serai obligée d'appeler la police. Ma mère me regarde à travers la porte vitrée et je vois une véritable haine dans ses yeux. Puis elle se retourne brusquement et s'en va. Je reste dans le hall, tremblante. Je ne peux pas bouger. Je sens les regards de tous les employés posés sur moi. Quelqu'un chuchote quelque chose à son collègue, d'autres rient. Lorraine sort de l'ascenseur, me voit et s'approche immédiatement. Mélissa, que s'est-il passé? Je ne peux pas parler. Je la regarde simplement. Allons-y, montez tout de suite. Elle m'accompagne jusqu'à l'ascenseur, nous montons à notre étage, entrons dans la salle de réunion. Lorraine ferme la porte et s'assoit à côté de moi. Raconte. Je raconte la visite de ma mère ce matin, la scène dans la rue, comment elle m'a suivi jusqu'au bureau. Lorraine écoute, son visage se durcit de plus en plus. Ça s'appelle du harcèlement, Mélissa, elle n'a pas le droit de faire ça. Tu peux porter plainte à la police. C'est ma mère. Et alors? Ça ne lui donne pas le droit de te suivre, de faire des scènes en public, de te faire chanter, c'est de la manipulation, de la pure manipulation. Je comprends cela, mais ça fait quand même mal. Écoute, dit Lorraine, tu n'es pas en état de travailler aujourd'hui. Viens chez moi, je dirai à Brentford que tu ne te sens pas bien, tu resteras chez moi, tu te calmeras, d'accord? Mais le travail peut attendre, tu es plus importante. J'accepte. Je vais chez Lorraine, elle vit dans un petit 2 pièces à la périphérie de la ville, confortable, avec des étagères remplies de livres le long des murs et un canapé moelleux. Elle me donne de la soupe, me prépare du thé, s'assoit à côté de moi. Tu as bien fait, Mélissa. Ne les laisse pas te manipuler en te faisant culpabiliser. Ils ont l'habitude que tu cèdes toujours, mais maintenant tu leur as montré tes limites et ils paniquent parce qu'ils ne savent pas comment vivre avec ça. Je bois mon thé, je regarde par la fenêtre, dehors la neige est blanche et immaculée. Tu penses que je suis une mauvaise fille? Non, tu es une personne normale qui a enfin décidé de se mettre en premier, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autodéfense. Le soir, je rentre chez moi, j'ai peur que ma mère m'attende à nouveau devant l'entrée, mais elle n'est pas là. J'entre dans l'appartement, je m'enferme, j'allume la lumière. Le téléphone reste silencieux. Pas d'appel, pas de message. C'est plus effrayant que les appels incessants. Le lendemain, le 29 décembre, on sonne à ma porte le matin. Encore. Je m'approche de l'interphone, je regarde l'écran, c'est Clarissa. Elle est accompagnée de ses 2 enfants, Jaden et Layla, des petits de 5 et 3 ans. Mon cœur se serre, j'ouvre la porte, Clarissa se tient sur le seuil, le visage couvert de larmes. Les enfants se tiennent à ses mains, ils ont l'air effrayés. Lisa, s'il te plaît, nous n'avons rien à manger. Les enfants ont faim, tu veux qu'ils souffrent à cause de ta rancœur. Je regarde Jaden et Layla, ils ont vraiment l'air pâles, fatigués. Jaden tient dans sa main un jouet cassé, Layla se cache derrière la jambe de sa mère. Clarissa, où était la nourriture? Vous aviez de l'argent pour le repas de fête. Nous avons tout dépensé, pour Noël, pour les cadeaux. Il ne reste plus rien et je ne serai payée que dans une semaine. Mélissa, je t'en supplie. Je vois qu'elle se sert des enfants. Elle les a amenés ici exprès pour jouer sur mes sentiments. Mais les enfants ne sont pas responsables, ils ont vraiment faim. Attendez ici. J'entre dans l'appartement, je prends mon portefeuille, je sors 200 $, je reviens, je les donne à Clarissa. C'est pour les enfants, pas pour toi ni pour maman. Achète-leur de quoi manger pour la semaine et ne reviens plus ici. Clarissa prend l'argent mais ne part pas. Elle me regarde comme si je l'avais frappée. Tu es sérieuse? 200 $? Nous sommes sœurs. Oui, et c'est justement pour cela que je te donne cet argent, parce que je m'inquiète pour les enfants, mais si tu reviens, tu n'auras rien. Clarissa essaie de dire quelque chose, mais je ferme la porte. Je l'entends rester derrière la porte pendant encore 5 minutes, puis elle finit par partir. Je m'assois par terre, dos à la porte, je respire difficilement, je sens mes mains trembler, le téléphone sonne, c'est papa. Je décroche. Mélissa, nous devons parler, tous ensemble. Toi, moi, maman, Clarissa, sinon cette situation ne finira jamais. Sinon nous resterons tous prisonniers de cette douleur pour toujours. Je reste silencieuse, puis je dis doucement. D'accord, mais à mes conditions, dans mon appartement et sans manipulation. D'accord, demain soir, demain. Je raccroche, je regarde par la fenêtre. La neige tombe, blanche, silencieuse, froide. Je comprends, demain, tout sera décidé. Soit nous trouverons un moyen d'être une famille d'une nouvelle manière, soit je les laisserai partir pour toujours de ma vie. Mon appartement, rempli de silence et d'une tension âpre, résonne. Je passe des heures à nettoyer la cuisinière, à essuyer la poussière, à ranger les livres sur les étagères, à balayer et à balayer encore. Tout cela pour ne pas penser au fait que bientôt, tous ceux pour qui j'ai vécu 3 ans à la limite se retrouveront ici. Même l'air semble épais, un mélange de café, d'herbes séchées dans un bocal et d'une légère angoisse. J'achète spécialement des biscuits aux noix, du thé à l'orange, je les mets sur la table. C'est mon symbole de préparation à une conversation adulte. Je garde mon téléphone à portée de main. Lorraine m'a écrit plus tôt. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi tout de suite. Si nécessaire, je serai là dans 10 minutes.
Je sais que tout peut ne pas se passer comme prévu aujourd'hui et je sais aussi qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Une soirée calme le 30 décembre. La nuit tombe tôt, les guirlandes scintillent dans les fenêtres d'en face, l'odeur des mandarines et de la neige chatouille les narines. Il est 18h30 quand on entend un bref ding à la porte. Je prends une profonde inspiration. J'ouvre. Sur le seuil se tient ma mère, le visage sévère, les cheveux teints d'une couleur vive et les yeux noirs comme des amandes. Dans sa main, un sac en papier fin, probablement des documents ou quelque chose pour la conversation. Derrière elle, mon père, silencieux, déjà un peu voûté, dans une chemise neuve, probablement spécialement choisie, à petits carreaux. Clarissa est derrière, sans les enfants, les épaules voûtées et un grand sac en bandoulière. Je les invite à entrer, tout le monde prend place dans le salon dans un silence feutré. Pendant un instant, c'est le silence absolu. Maman cherche un allié du regard. Papa reste silencieux, Clarissa regarde ses gants. On sent que chacun est venu ici avec son propre objectif, sa propre peur. Je propose que nous parlions à tour de rôle, sans cri, sans accusation, dis-je en disposant les biscuits sur une assiette et en versant le thé dans les tasses. Maman soupire avec méfiance, mais se tait. Elle a clairement perçu cette initiative comme une menace. Les règles imposées par les autres ne sont pas sa tasse de thé. Elle a l'habitude de donner le ton dans les conversations. Je m'assois en face d'eux, les mains sur les genoux, et je commence. Tout est clair, concis, mais honnête. 3 ans de virements financiers, le fait que je n'ai même pas reçu de remerciements, le fait que j'ai vu tous les comptes débiteurs sur ma carte, mais jamais d'attention ou de sollicitude. Le fait que cela m'ait fait mal de voir la photo de Noël de toute la famille, sans moi, comme cela m'a fait mal de lire, elle a dit que qu'elle n'aimerait pas ça. À propos de moi, sur Instagram, où tout le monde peut le voir. Je ne me sentais pas comme un membre de la famille, juste comme un distributeur automatique. Je vous aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Payer pour tout le monde alors que je compte chaque centime pour manger. Vous n'avez besoin de votre fille que lorsqu'il faut prendre une décision ou payer quelque chose. Maman ajuste sa boucle d'oreille, tripote nerveusement le bord de la tasse. N'exagère pas, c'est toi qui as voulu aider. J'ai refusé plusieurs fois, mais tu as insisté. La famille doit se soutenir mutuellement, c'est ce qu'enseignent toutes les personnes normales. Tu es devenu égoïste, tout ça à cause d'une seule fête. J'aide ceux que j'aime, mais cela doit être un choix, pas une obligation. Et la famille, ce n'est pas quand une seule personne tire tout le monde vers le haut. Je ne hausse pas le ton, même si à l'intérieur je bouillonne. Ma mère s'énerve, sa voix devient plus aiguë, plus acérée. Je vous ai consacré toute ma vie, moi qui me suis privée d'un nouveau manteau pour que vous puissiez avoir de meilleurs repas, une bonne école, des excursions. J'ai économisé sur moi-même pendant des années, et voilà que ma fille adulte s'est vexée et a trahi ses propres parents pour une question d'argent. Elle ferait mieux d'aller réconforter Clarissa ou de s'occuper de ses petits-enfants plutôt que d'organiser ses réformes avec des paiements automatiques. Tes principes ont détruit notre tranquillité. Je serre ma tasse, essayant de ne pas répondre brusquement, mais je sens la colère monter en moi. Ça suffit, Janice, intervient soudainement papa. Calmement, fermement, comme s'il avait pris sa décision plus tôt dans la journée et qu'il n'était pas prêt à faire marche arrière. Mélissa a raison, nous avons utilisé notre fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais c'était plus facile de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre que de trouver moi-même une solution. J'ai des mains, j'ai une tête. Si ma fille trouve un moyen de gagner de l'argent, si elle nous tire tous vers le haut, pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même? Pourquoi lui refiler nos propres problèmes? La mère regarde le père stupéfaite, la bouche légèrement ouverte. De quoi parles-tu? Nous avons un salaire normal. Nous vivons comme tout le monde, mais nous avons beaucoup de dépenses. Les enfants, le loyer, la nourriture, les cadeaux, les fêtes, les appareils électroménagers. Tu le sais mieux que moi, ces 2 dernières années, les prix augmentent chaque mois. Comment faire face à tout ça? Le père est assis bien droit, les mains sur les genoux, et regarde sa femme droit dans les yeux. Nous avons beaucoup de dépenses parce que nous avons pris l'habitude de vivre au-dessus de nos moyens. Je vais demander une augmentation au travail et chercher un deuxième emploi le week-end. Je peux charger des caisses, réparer des voitures, tout ce qu'il faut. Nous pouvons déménager dans un logement moins cher si nécessaire. Nous réduirons les dépenses pour les choses dont nous pouvons nous passer. Je ne veux plus et je ne demanderai plus à Mélissa de payer pour notre vie. Elle doit vivre pour elle-même, pas pour nous. Je ne veux pas qu'un jour elle se retourne et ne voit que des reçus pour notre survie et rien d'autre. Janice ne crie plus, elle murmure à bout de souffle, le visage rouge. Tu veux qu'on vive comme des mendiants. Je dois travailler plus à mon âge. J'ai 48 ans. Je ne vivrai pas jusqu'à la retraite. Tu veux que mes petits-enfants ne mangent que de la bouillie au petit déjeuner? Mélissa doit aider. Elle est avocate. Tout va bien pour elle. Nous avons toujours aidé nos parents. C'est normal. La famille, ce n'est pas une personne qui tire tout le monde vers le haut tout le temps, dit papa calmement, mais fermement. C'est quand chacun apporte sa contribution. Ce n'est pas une seule personne pour tout le monde. Clarissa, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, lève soudain la tête, d'une voix douce mais assurée, avec un léger tremblement. Papa a raison, moi aussi je me suis habituée à ce que quelqu'un me tire d'affaire si besoin, mais j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants. Trace est parti quand Jaden avait 1 an, il a simplement disparu une nuit, il n'a pas supporté la responsabilité. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il avait besoin de se trouver. Il s'est trouvé dans un autre état avec une autre femme, comme je l'ai appris par la suite.
Kyle, le père de Leila, a avoué après la naissance de sa fille qu'il avait une autre famille quelque part au Texas, une femme et un fils. Lui aussi a disparu, il n'a rien laissé. Je me suis retrouvée seule avec deux enfants. Mes parents m'ont aidée, mais j'ai toujours eu l'impression qu'ils me reprochaient chaque fois que j'avais besoin d'un vrai soutien et pas seulement d'un bravo, accroche-toi. Tout le monde se tait. C'est la première fois que j'entends cette histoire dans son intégralité. Je n'en connaissais que des bribes, mais jamais l'ensemble. Je n'ai jamais demandé directement de l'argent à Mélissa, mais je savais qu'elle payait et je me taisais parce que c'était pratique, parce que j'avais peur que si je disais non, je me débrouille seule, je n'y arriverais pas. J'ai honte, mais je ne sais pas comment être forte, comme toi, Mélissa. Comment vivre seule, sans soutien? Je ne veux pas élever Laïla de la même manière. Je ne veux pas qu'elle attende que quelqu'un la sauve au lieu d'agir elle-même. Je veux devenir quelqu'un d'autre. Je veux que mes enfants voient une mère qui agit plutôt qu'une mère qui se plaint de la vie et attend la miséricorde. Je sens mon cœur se serrer. Mais la glace à l'intérieur de moi se brise sous le poids de la compassion. Je vois une sœur, non pas une manipulatrice, mais une femme faible et fatiguée qui essaie de survivre. Je m'approche et serre Clarissa dans mes bras. Elle lève vers moi ses yeux remplis de larmes. Je lui dis doucement, mais avec assurance, je ne t'abandonnerai pas, mais nous devons changer notre façon de vivre. Je t'aiderai à trouver un meilleur travail, je t'aiderai à trouver un avocat et à demander une pension alimentaire. Pour Trace et pour Kyle. Je suis sûre que tu obtiendras au moins un peu d'argent pour les enfants de la part de ces deux hommes. La loi est de ton côté. Mais le plus important, c'est que tu travailles toi-même, que tu te battes pour toi et pour tes enfants. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Clarissa essuie ses larmes avec sa manche et hoche la tête. Elle sourit involontairement à travers ses larmes, et j'ai l'impression que pour la première fois depuis 15 ans, je la vois comme une vraie sœur, pas comme une rivale, pas comme un fardeau, mais simplement comme une personne qui essaie. Maman nous regarde avec un mélange de colère, de pitié et de confusion. Son visage est tendu, ses lèvres serrées. Vous êtes sûrement tous contre moi, je suis mauvaise, moi qui vous ai consacré toute ma vie, qui ai travaillé, qui n'ai pas dormi la nuit quand vous étiez malade, qui ai fait des économies sur moi-même. Et maintenant, je suis responsable des échecs des autres. Papa soupire lourdement, la regarde avec une sorte de triste détermination. Personne ne dit que tu es mauvaise, Janice, mais ça suffit. Nous avons déjà reçu plus que nous ne pouvions espérer de Mélissa. 3 ans, c'est plus qu'une aide temporaire. C'est devenu un mode de vie. Ça suffit. J'ai honte de regarder ma fille dans les yeux, tu comprends? J'ai honte, moi, un homme adulte, d'avoir transféré mes responsabilités à ma propre enfant. Il est temps de résoudre les problèmes nous-mêmes, de chercher des solutions et de travailler comme des adultes. Je ne veux plus être celui qui se cache derrière le dos de sa fille. Janice attrape son sac et se lève brusquement, le visage rouge, les yeux furieux. Alors, c'est ta décision, tu choisis son camp, tu es contre moi. Je ne suis pas contre toi, je suis pour vivre honnêtement et donner à notre fille un peu de vie privée. Janice claque la porte si fort que tout l'appartement en résonne et le bruit se répercute loin dans l'escalier. Je reste avec Clarissa, j'entends ma mère grogner et pleurer derrière la porte pendant 1 minute, puis ses pas s'éloignent, de plus en plus loin jusqu'à ce que le silence revienne. Papa reste, son visage exprime la fatigue et une sorte de calme tranquille que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'assoit sur le rebord de la fenêtre, me regarde longuement, puis dit: je ne te demande pas pardon avec des mots, Mélissa. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas suivis d'actes. Je te le prouverai par mes actes. J'acquiesce. Je ne dis rien car j'ai peur que ma voix se brise. Je me contente d'acquiescer. Clarissa reste encore plus longtemps. Nous nous asseyons tous les trois à table, moi, elle et papa. Pour la première fois, honnêtement, franchement, sans crainte de dire quelque chose de mal. Nous partageons nos peurs, nos résistances au changement et ce que nous avons sur le cœur. Papa raconte que ces dernières années, il se sentait comme un raté car son salaire n'augmentait pas, contrairement à ses dépenses. Il avait peur de dire à maman qu'il fallait réduire les dépenses car elle l'accusait immédiatement d'être incapable de subvenir aux besoins de la famille. Quand l'occasion s'est présentée de me transférer une partie des factures, il lui a été plus facile d'accepter que de se battre avec maman. Clarissa avoue qu'elle m'enviait, mon éducation, mon travail, le fait que j'avais réussi et pas elle. Elle s'est toujours sentie stupide, incapable, celle qui avait échoué. C'est pourquoi elle cherchait du soutien auprès des hommes, mais choisissait toujours les mauvais, ceux qui promettèrent de la sauver mais disparaissaient dès que les choses devenaient difficiles. Je partage mon expérience. La solitude, la difficulté de vivre avec la question permanente, est-ce que j'en fais assez pour eux? Du fait que j'avais peur de dire non, car je pensais qu'alors on cesserait de m'aimer complètement. Nous parlons pendant des heures. Dehors, la nuit est tombée, la neige tombe en gros flocons, la ville dort sous une couverture blanche. Et nous sommes assis à table et pour la première fois depuis de nombreuses années, nous sommes authentiques, sans masque, sans rôle, juste des personnes qui essaient de se comprendre. Vers 23 heures, papa et Clarissa partent. Ils m'embrassent tous les deux pour me dire au revoir, papa longuement, fermement, Clarissa, à travers ses larmes. Merci, murmure-t-elle. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. Je reste seule, je fais la vaisselle, range les tasses, essuie la table. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Mais la nuit, quand je reste seule, je ressens pour la première fois que je n'ai pas simplement survécu à cette année, mais que quelqu'un autour de moi a vraiment commencé à changer. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander, aurons-nous la force de changer cela pour toujours? Est-ce que tout le monde ne reviendra pas à l'ancien scénario dès que les choses deviendront difficiles? Et le matin, le 31 décembre, je reçois un SMS de ma mère. Elle écrit simplement: je suis temporairement chez une amie, Lindsay. Quand tu comprendras que tu t'es trompée, appelle-moi, je suis toujours ta mère.
Je lis ce message plusieurs fois. Je ressens un mélange de regret, de colère et de vide. Pourrais-je un jour lui pardonner tout cela? Que va devenir notre famille? Ma mère reviendra-t-elle lorsqu'elle comprendra que nous ne changerons pas d'avis? Ou au contraire, mon père pourra-t-il résister à la pression et ne pas revenir à l'ancien scénario? Je ne connais pas les réponses, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur de l'inconnu. 4 mois passent. Début mai. Je suis assise dans mon bureau en train de relire le contrat d'un nouveau client quand mon téléphone vibre. Message de papa. Mélissa, comment ça va? J'ai une pause déjeuner aujourd'hui, on se voit? Je souris, c'est devenu une tradition. Une fois toutes les 2 semaines, on se voit, on discute, sans demande, sans allusion à l'argent. Juste un père et sa fille. Je réponds d'accord, à 14, au même café italien. C'est d'accord. Quand j'arrive, papa est déjà assis à une table près de la fenêtre. Il a l'air différent de ce qu'il était il y a 4 mois. Il se tient plus droit, il a moins de rides sur le front, son sourire est même plus léger. Bonjour ma fille, dit-il en se levant et en me serrant dans ses bras. Bonjour papa. Nous commandons du café et des sandwichs. Papa me raconte comment ça se passe au travail. Le chef d'atelier lui a donné une augmentation, pas énorme, mais suffisante pour couvrir toutes les dépenses sans aide extérieure. Étonnamment, cela s'est avéré plus facile qu'il ne le pensait. Il a simplement demandé un rendez-vous, expliqué la situation, montré qu'il était prêt à travailler plus et à prendre des heures supplémentaires. Le chef a accepté. Tu sais, Mélissa, pendant des années, j'ai eu peur de demander une augmentation. Je pensais qu'il dirait non, que je n'étais pas assez bon, mais il s'est avéré qu'il suffisait de demander. Ils appréciaient mon travail, mais ils ne savaient pas que j'avais des difficultés, dit-il en remuant son café. Papa, je suis contente que tu aies réussi. Il hoche la tête puis ajoute plus doucement. C'est un travail honnête. Je gagne ma vie, je gagne assez pour nous deux, maman et moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas inutile. Tu comprends? J'ai l'impression de vraiment subvenir aux besoins de ma famille et de ne pas tout faire reposer sur tes épaules. Je serre sa main à travers la table. Je ne dis rien, je serre simplement. Il sourit, je lui demande des nouvelles de maman. Papa soupire. Elle, c'est compliqué. Il y a toujours des tensions entre nous. Elle vit avec moi, mais elle ne parle presque pas. Parfois, elle dit que je l'ai trahi en choisissant ton camp. J'essaie de lui expliquer qu'il ne s'agit pas de choisir son camp, mais d'être honnête. Mais elle ne m'écoute pas ou ne veut pas m'écouter. Je suis désolée, papa. À cause de moi, vous... Non, l'interrompt-il, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de nous, parce que nous n'avons pas parlé de ces choses pendant des années. Ce n'est pas ta faute, Mélissa, c'est la nôtre. Nous restons assis en silence pendant 1 minute, puis il me dit que Janice m'a écrit une fois. Je sais, j'ai vu le message, mais je n'ai pas répondu. Papa dit qu'il comprend mon choix. Il dit que maman doit changer elle-même si elle veut renouer avec sa fille. Je suis content que tout aille mieux pour toi, papa. Et si maman a besoin d'aide, tu pourras l'aider, sans moi. Il hoche la tête. Après le déjeuner, nous partons chacun de notre côté. Papa retourne au travail, moi au bureau. Mais à l'intérieur, je me sens bien. Pour la première fois depuis des années, je sens qu'il y a un vrai lien entre papa et moi. Pas à cause de l'argent ni du devoir, simplement parce que nous essayons tous les deux. Le soir, Clarissa m'appelle. Sa voix est joyeuse, énergique. Mélissa, bonjour. Écoute, j'ai des nouvelles. J'ai reçu aujourd'hui le premier virement de Kyle, 500 $ pour Leila. L'avocat que tu as trouvé est vraiment génial. Kyle a d'abord refusé, mais quand il a vu les documents officiels, il a pris peur et a finalement commencé à payer. Je souris. Clarissa, c'est formidable, je suis heureuse pour toi. Merci beaucoup. Sans toi, je n'aurais pas osé. Je pensais que c'était inutile et qu'il ne paierait pas de toute façon. Mais tu as cru en moi et ça compte beaucoup. Elle raconte qu'elle a trouvé un emploi à temps plein dans un nouveau salon de beauté. Un salaire de 1 900 $ par mois, plus les pourboires. Ce n'est pas mal. Assez pour louer un petit appartement de 2 pièces à la périphérie de la ville. Elle a quitté ses parents il y a un mois. Elle dit qu'au début, elle avait peur, mais maintenant, elle se sent libre. C'est petit, modeste, les meubles sont d'occasion, mais c'est à moi, tu comprends? Pour la première fois de ma vie, je paye pour moi-même. Jaden et Layla ont leur chambre, j'ai la mienne. Nous ne sommes pas riches, mais nous nous débrouillons. Je l'écoute et mon cœur déborde de fierté. Ma sœur, qui m'a toujours semblé faible et dépendante, vole désormais de ses propres ailes. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, dit-elle timidement. Raconte. Il s'appelle Nolan, il a 31 ans, il est électricien. Il est divorcé, il a une fille de son premier mariage, elle a 8 ans, elle vit avec sa mère, mais il la voit tous les week-ends. Il ne me promet pas la lune, Mélissa. Il ne dit pas qu'il va me sauver ou résoudre tous mes problèmes. Il est là, il répare les choses à la maison quand quelque chose casse. Il vient le soir, on s'assoit, on regarde des films avec les enfants. Il est gentil avec Jaden et Leila, et moi, je ne suis pas pressée. J'apprends à faire confiance, mais je me sens bien avec lui. Pour la première fois depuis des années. Je suis heureuse pour toi, Clarissa, vraiment heureuse. Nous discutons encore une vingtaine de minutes. Elle me fait part de ses projets. Elle veut inscrire Jaden au football à l'automne et Leila a des cours de danse. Elle dit que c'est cher, mais qu'elle met un peu d'argent de côté chaque mois. Elle me demande des conseils sur les crèches, les écoles, la planification financière. Elle ne me demande pas d'argent, juste des conseils, et je lui dis tout ce que je sais. Lorsque nous nous quittons, Clarissa me dit: merci de ne pas m'avoir tourné le dos à l'époque. Merci de m'avoir aidée à devenir plus forte. C'est toi qui l'as fait, Clarissa. Je t'ai juste poussée dans la bonne direction. Elle rit à travers ses larmes. Peut-être, mais sans toi, je n'aurais pas osé. Après l'appel, je m'assois sur le canapé et regarde par la fenêtre. Le soleil de mai inonde la pièce de sa lumière chaude. Je pense à ma mère, elle n'a pas donné de nouvelles, à part ce seul message.
Ça fait mal, mais j'accepte son choix. Je ne peux pas la forcer à changer. Je ne peux que vivre ma vie honnêtement. Le lendemain, samedi, je retrouve Noah. Nous sommes ensemble depuis 3 mois. Il n'est pas parfait, il oublie parfois nos projets, il est parfois trop concentré sur son travail. Mais il est honnête, il a le sens de l'humour, il est fiable. Pour la première fois, je suis dans une relation où je n'ai personne à sauver, où je peux simplement être moi-même. Nous allons au parc, achetons un café, nous asseyons sur un banc. Noah me parle de son travail, d'un nouveau client qui n'arrive pas à comprendre la différence entre le débit et le crédit. Nous rions, puis il me demande: comment va ta famille? Tu m'as dit que tu avais vu ton père. Je lui raconte tout, à propos de mon père, de Clarissa, de ma mère. Il écoute attentivement sans m'interrompre. Tu as bien fait, dit-il enfin. C'est difficile de fixer des limites avec sa famille, mais parfois c'est la seule façon de survivre. J'acquiesce, il me prend la main. Tu es forte, Mélissa, très forte. Je souris. Il a peut-être raison. Le dimanche soir, tante Renée arrive, elle vit dans un autre état, mais a décidé de venir passer le week-end avec nous. Nous passons du temps ensemble. Nous préparons le dîner, regardons de vieilles photos, parlons du passé et de l'avenir. Renée raconte ce qu'elle a entendu de la part de ses connaissances. Janice se plaint auprès d'elle de sa fille ingrate. Mais personne ne la soutient vraiment. La plupart des gens comprennent que la situation est plus compliquée que ce que ma mère essaie de faire croire. Tu as fait ce que je n'ai pas osé faire il y a 15 ans, dit Renée, assise sur mon canapé avec une tasse de thé. Moi aussi, je les ai aidés pendant des années, puis j'ai simplement coupé les ponts, mais je n'ai pas été honnête, je n'ai pas fixé de limites. J'ai simplement disparu. Tu es meilleur que moi, tu leur as donné une chance de changer. Tout le monde n'a pas saisi cette chance, dis-je doucement. Oui, mais c'est leur choix, pas le tien. Tu n'es pas responsable de leurs décisions. J'acquiesce. Elle a raison. René reste 2 jours, puis repart. Nous nous promettons de nous voir plus souvent. Le mois de mai passe vite. Je travaille, je vois Noah, je vois Lorraine qui est devenue une véritable amie. Pour la première fois depuis des années, je mets de l'argent de côté, non pas pour mes parents, mais pour moi. Je réserve un voyage de 2 semaines en Europe en juin, seul. Noah me soutient. Vas-y, tu l'as mérité, je t'attendrai ici. Je souris. Il ne s'offusque pas, ne me demande pas de partir avec lui, il soutient simplement mon choix. C'est nouveau pour moi et très agréable. Le 22 mai, jeudi, je suis assise dans un petit restaurant pendant ma pause déjeuner. Je commande une salade et de l'eau. Je regarde par la fenêtre. Le soleil de mai, une brise légère, les gens dans la rue, tous pressés, tous vivant leur vie. Le téléphone sonne, c'est papa. Bonjour Mélissa, j'ai une demande à te faire. Mon cœur se serre. Une demande? Encore de l'argent? Je t'écoute, papa. Jaden aura 6 ans le 6 juin. Clarissa veut lui organiser une petite fête d'anniversaire. Maman, elle, les enfants, Nolan et moi. Une fête modeste, juste en famille. Elle aimerait que tu viennes. Moi aussi. Tu viendras? Je reste silencieuse pendant quelques secondes, puis je demande. Maman sera là? Papa soupire. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas si tu venais. J'ai essayé de la convaincre, mais elle ne veut pas. C'est son choix, Mélissa, mais nous voulons tous que tu sois là, je pense. L'anniversaire de mon neveu, un petit garçon qui n'est pas responsable de nos problèmes d'adultes. Clarissa qui fait des efforts, papa qui a changé, Nolan que je n'ai pas encore vu. D'accord, dis-je enfin, je viendrai. J'achèterai un cadeau à Jaden. Il aime les dinosaures, n'est-ce pas? Papa rit sincèrement, facilement. Oui, tu t'en souviens? Je souris. Je m'en souviens. Merci, ma fille. Cela signifie beaucoup pour moi. Je raccroche, je regarde par la fenêtre. Le soleil, les gens, la vie. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une fin parfaite. Maman n'est pas revenue, elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas reconnu ses erreurs. Entre nous, il y a un mur que je ne sais pas si je pourrais un jour franchir. Mais papa a changé. Clarissa a changé. Ils travaillent, ils essaient, ils construisent une nouvelle vie sans m'entraîner avec eux. Et moi aussi. Pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment que ma vie m'appartient vraiment, sans culpabilité, sans fardeau, sans sacrifice pour ceux qui ne m'appréciaient pas. Juste la vie, honnête, compliquée, réelle. La serveuse apporte la salade. Je la remercie et commence à manger. Je pense à mon voyage en Europe, à l'anniversaire de Jaden, à ma soirée avec Noah vendredi. Je pense au fait que pour la première fois depuis des années, je regarde vers l'avenir sans crainte. Mon téléphone vibre à nouveau, un message de Lorraine. Tu es libre ce soir, je veux te montrer un nouvel endroit, un bar avec de la musique live, il y aura du jazz et du vin. Je souris, je réponds, oui, à quelle heure? À 19 h, on se retrouve près du bureau. D'accord. Je pose mon téléphone et regarde par la fenêtre. Le soleil brille, le ciel est dégagé, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de ma vie, de mon choix, de ma liberté, et cela me suffit. Mais au fond de moi, j'ai un espoir secret. Peut-être qu'un jour ma mère comprendra, peut-être qu'un jour nous redeviendrons une famille. Pas comme avant, mais une nouvelle famille, plus honnête. En attendant, je vis tout simplement. Et c'est le mieux que je puisse m'offrir.